dépistage dans le cancer des seins. Alors, on a listé volontairement l'auto-examen des seins, ce qu'on va appeler l'autopalpation, mais en fait c'est l'auto-examen des seins. Et l'examen annuel, donc l'examen annuel qu'on va avoir au cabinet du gynécologue ou de la sage-femme ou du médecin généraliste simplement, qui ne sont pas en fait du dépistage. Ça n'a jamais servi de dépistage. Parce que si on prend l'auto-examen des seins, à partir du moment où le professionnel, même entraîné, va avoir quelques difficultés à palper 1 cm dans un sein, la patiente elle-même aura encore plus de mal. Donc, ces 2 examens, on les a listés, il faut les faire. De toute façon, il vaut mieux ça que rien du tout. Voilà. Et c'est peut-être cette formule, il vaut mieux ça que rien du tout, que nous essayons de laisser de côté pour aller directement à ce qu'il y a à faire et faire ce qu'il y a à faire. L'examen de référence dans le dépistage du cancer du sein va être la mammographie. La mammographie a une efficacité de dépistage, donc on a parlé de dépistage, pas de diagnostic. Donc le dépistage ne peut jamais être à 100% par définition, sinon ça devient diagnostic. La mammographie, efficacité dans les pays développés, 89%. Pour des raisons diverses, peut-être qu'on va aborder par la suite. Dans les pays en voie de développement ou sous-développés, l'efficacité de la mammographie n'a jamais été évaluée. Le rythme, donc on va parler de ce qui se passe dans les pays développés, le rythme c'est tous les 2 ans, dès 50 ans. Avant 50 ans, si on a des facteurs de risque, le résultat va être libellé en ACR de 0 à 6. D'accord? Alors, la mammographie dans ces pays peut se faire hors réseau. Donc, hors réseau parce que c'est un radiologue qui organise, enfin qui fait des mammographies à son cabinet et qui est seul responsable du résultat. Avec un appareil qui n'est pas forcément aux normes, mais il est seul responsable du résultat. La mammographie dans le réseau, et c'est là où c'est très intéressant, doit se faire sur des appareils aux normes, donc préparés dont la sensibilité est élevée pour faire du dépistage, et on est dans un système de double lecture en aveugle. Donc, la patiente se présente à ce rendez-vous, fait sa radiographie avec sa mammographie avec le radiologue, qui lit le résultat, l'envoie au centre de collecte des radios, qui le dispatche maintenant à un autre radiologue, mais en aveugle, qui donne un résultat que l'autre, il n'est pas au courant du résultat de l'autre. Donc, le problème est réglé quand les 2 sont sur la même conclusion. Dès qu'ils ne sont pas sur la même conclusion, il faut qu'il y ait encore une double lecture. Alors, mention spéciale pour les patientes à risque. On a dit tout à l'heure que pour les patientes à risque, il faut une action précoce. D'accord? En fonction de l'âge où la maman où ça a été diagnostiqué sur le cas témoin. Bien sûr, en France en ce moment, consultation d'oncogénétique obligatoire, et au début de cette consultation d'oncogénétique, on va avoir le calendrier de surveillance. Donc c'est la consultation d'oncogénétique, le staff d'oncogénétique qui va nous donner la fréquence des différents examens, pouvant aller jusqu'à 2 examens chez le gynécologue par an, suivi d'une mammographie par an ou d'une IRM mammaire, souvent les 2, et au pire des cas, quand le risque est élevé, avec une tomosynthèse, la tomosynthèse c'est toujours avec l'IRM, mais un peu plus poussée.
c'est autant vous dire tous les moyens que ces gens qui disposent de hautes technologies de traitement mettent en œuvre pour que la maladie ne survienne pas. Donc, des moyens qu'ils mettent dans le dépistage. Le cancer du col de l'utérus, en dépistage, on a parlé de l'HPV, des HPV oncogènes, essentiellement 4 sérotypes, d'autres facteurs de risque qui sont à peu près 30%, puisque rappelez-vous, on a dit que chez 70% des femmes atteintes de cancer du col de l'utérus, on aura la présence de ce virus. Alors, on a dit aussi tout à l'heure que la première année des rapports sexuels, pendant la première année de rapports sexuels, 80% des femmes seront infectées et que 90% des femmes réprimera le virus. Le virus va persister chez 10% des femmes. Le temps que l'infection met pour transformer ces cellules, c'est le temps de latence, d'accord, que la patiente ne subit pas. Elle n'a pas de signe, elle n'a rien vu, elle n'a aucune manifestation. C'est ce temps de latence qu'on met à profit dans le dépistage. Donc l'idée, c'est d'avoir des lésions cellulaires pendant ce temps de latence pour pouvoir agir pour qu'on n'évolue pas vers le cancer. Ce qui va nous définir des stades précancéreux, d'accord, avec des prises en charge bien spécifiques. Identique dans le cancer du col de l'utérus, nous avons listé l'examen. Donc l'examen à l'œil nu en posant un spéculum. Les tests colorimétriques, docteur Agossou, avec le Lugol et l'acide acétique. D'accord? Mais le must reste le frottis. Je ne dirais pas le must, je dirais le minimum reste le frottis. Le frottis, les anciennes lames que nous avons sur 3 lames, le vieux test de Papa Nicolaou. Aujourd'hui, les frottis en milieu liquide. Et le rythme du frottis, c'est à partir de 25 ans. Ça va nous poser d'autres problèmes à nous, professionnels ici, parce qu'on se demande toujours à quel âge on fait les frottis au Bénin. Bon, on a autant de réponses que d'interlocuteurs. À quel âge on les fait? Mais enfin, dans ces pays développés, qui en ont vu d'autres, c'est 2 frottis en 12 mois, suivi d'un frottis tous les 3 ans. Le résultat va se niveler en frottis normal, en ASCASH, donc des cellules à signification indéterminée. Quand on est face à un ASCUS ou à un ASCASH en anglais, on est obligé de faire la recherche d'HPV. Parce que souvenez-vous, on a dit que le facteur de risque dans 70% des cas va être l'HPV. Donc, on va chercher à voir si cette femme sécrète de l'HPV. Si elle en sécrète et d'oncogène, on aura un traitement adéquat. Si elle n'en sécrète pas, la surveillance sera plus rapprochée. Après, on va passer au stade précancéreux parce que l'ASCUS n'est pas encore un stade précancéreux. On va passer au stade le bas grade et le haut grade. Tout en sachant que même quand on va découvrir des lésions de bas grade ou de haut grade, même si on ne fait rien, toutes ces femmes-là ne vont pas loin de là. Toutes ces femmes-là ne vont pas développer, même 25% ne développeront pas de cancer. Mais ce qui nous préoccupe, et ce qui préoccupe ces gens-là, dans ces pays développés, ce n'est pas les 85% qui ne développeront pas, mais c'est les 15% qui développeront. Et c'est très important. Nous allons parler de la vaccination. Parce qu'on a dit que dans 70% des cas, on a l'HPV, qui est un virus pour lequel
qu'ils ont pu mettre au point des vaccins. C'est pas le palu. Donc, on a pu trouver des vaccins pour ça. Pour les 4 sérotypes qui posent problème. Il n'y a que 2 vaccins aujourd'hui. Un vaccin qui traite les 2 types les plus fréquents, le 16 et le 18, et un vaccin qui a les 4 sérotypes qui sont incriminés. Le rythme de la vaccination, on va passer dessus. Là-bas, en France, c'est à partir de... C'est préconisé en Europe à partir de 11 ans, 11 et 16 ans. Mais en France, on le propose à partir de 15-16 ans. Petite parenthèse, il y a eu une campagne de vaccination ici au Bénin qui a vacciné les enfants de 9 ans. Pardon? Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Donc tu es au courant? Oui. Bon. Ok. Pardon? Il y a plus de 3 ans. Non, il y a 3 ans. Peut-être il y a 3 ans. Et c'est notre ami de promotion qui a mené cette vaccination. Mais ça pose problème. Ça pose problème. L'âge, d'accord? Si on fait une corrélation avec l'âge de début de rapport sexuel, c'est quand même, ça fait quand même, ça fait froid au dos de penser qu'on vaccine les filles de 9 ans pour les préparer au rapport sexuel à 11 ans. D'accord? Ça laisse à réfléchir. Alors, voilà tout ce qui nous a réunis ce soir. Les ovaires, les trompes. On va passer dessus. Et on va revenir encore au dépistage du cancer du col de l'utérus. Alors, vous allez me demander pourquoi on insiste sur le cancer du col de l'utérus alors que le fort pourcentage, c'est les seins. D'accord? C'est parce que le col, quand même, c'est un dépistage accessible sur le plan coût. D'accord? Et sur le plan du matériel. De tout ce dont on a besoin. Donc, le principe, c'est de mettre en place un spéculum et d'envoyer, de mettre là une brosse pour aller prélever les cellules qui sont à ce niveau et là aussi. Donc, les cellules de l'exocole et celles de l'endocole. Donc, d'avoir aussi une idée en même temps sur les cancers, une partie de l'endomètre. Le dépistage, nous souhaitons que ça devienne une nécessité, voire une obligation, ne serait-ce que morale. L'efficacité de ce dépistage est de 61 à 93%. Nous avons parlé du test de Papa Nicolaou, donc nos 3 lames ou le frottis en milieu liquide, qui est à 61% de dépistage. Si on associe l'HPV, on est à 86%. Et récemment, on a un test épigénétique en Grande-Bretagne qui va jusqu'à 93%, mais qui ne peut pas être proposé de première intention. La mise en œuvre du dépistage, on est en train de s'approcher de la fin, la mise en œuvre du dépistage, il nous faut le praticien. Il y en a un certain nombre dans cette salle. Il nous faut le cytopathologiste, donc celui qui lit les lames. On n'en a pas dans cette salle, mais avec un peu de volonté, on en trouvera. Et il nous faut les patientes. Alors, est-ce que les patientes ne viennent pas faire le dépistage parce qu'elles ne savent pas, ou parce qu'elles savent mais que c'est cher, ou je ne sais pas? C'est les questions que nous allons nous poser, pas forcément aujourd'hui, mais par la suite. La patiente, il faut savoir si elle est informée. Est-ce qu'elle est informée? Est-ce qu'elle sait? Est-ce qu'elle sait les avantages qu'elle peut tirer de ce dépistage? Point d'interrogation. L'informer, la sensibiliser aussi.
et faire des campagnes avancées. Des campagnes avancées, il y en a déjà parce que certaines entreprises de la place obligent le personnel féminin à faire de frottis. Le médecin du travail de ces entreprises les oblige à le faire. On peut arriver aussi à ce que l'État oblige, sinon sensibilise, ne serait-ce que les agents permanents de l'État déjà, comme on le dit ici, à le faire. Je ne sais même pas si c'est pris en charge. Est-ce que quand on le fait au CNHU, la partie cytopathologie est prise en charge? Je ne pense pas. Ça va être l'acte simplement qui va être pris en charge dans par la fonction publique, mais la cytopathologie se fera sur les fonds de la patiente. Le docteur Agossou acquiesce, donc voilà. Il acquiesce quoi? Ah, il acquiesce que ce n'est pas pris en charge par l'État. Oh. Donc, ce n'est pas pris en charge par l'État. Et le mot de la fin, Au travail. au travail. Au travail. Voilà. Alors, c'est sûr que ça appelle inquiétude, mais ça doit appeler aussi des questions. Je suis là, mes confrères qui sont dans la salle sont là, et peut-être même dans l'assistance. Docteur Alain Naoum. Merci René. Je crois que en novembre, vous avez posé des axes, des axes qui seront gravés dans l'histoire. L'histoire de la santé publique. Parce que je me souviens que déjà en deuxième année, le professeur Gabou nous parlait déjà de la nécessité des profils de faire le cours vaginal tout au moins une fois tous les 2 ans. Donc je suis heureux que tu as pu travailler dans ce sens-là et que tu nous apportes des informations relatives à ces préoccupations d'alors, qui sont des préoccupations qui sont d'actualité. Ça, vraiment, je voudrais vous remercier. Et je suis aussi satisfait de ce que là-bas, les gens se préoccupent de la santé de leurs concitoyens au regard de ce que tu veux demander. Et ce n'est pas seulement cela, c'est dans tous les champs. La différence, elle est tellement nette qu'on se demande quand est-ce qu'on pourra combler le besoin, quand est-ce que le cas sera comblé. Mais je sais une chose, je sais que là-bas aussi, ils ont traversé des moments très difficiles et ils ont travaillé. Et c'est pour ça le mot de fin m'intéresse. Ils ont beaucoup travaillé et normalement nous devrions capitaliser leur expérience afin d'aller très vite. Mais on peut le constater, ce n'est pas encore cela. Oui, le dépistage, je suis entièrement d'accord. Et je voudrais vous suggérer ceci. Il faut absolument des actions de communication. Et je suis heureux que dans cette salle, qu'il y ait des spécialistes de communication. Parce que quand on va au-devant et qu'on veut faire des actions de dépistage, il faut bien que la femme soit là. Et pour qu'elle soit là, il lui fallu qu'elle soit informée. Donc, le volet communication, je nous suggère qu'il soit quand même une action prépondérante dans tout ce qui sera fait. Je suis un peu surpris d'une statistique que j'ai vue. Mais quand on va au fond, quand on sait manier un peu les statistiques,
il n'y a pas de surprise.